Un diamant volé, une chambre verrouillée de l'intérieur et un bouton de manteau noir, un peu égaré sur le sol. Un scénario super classique. Ouais, carrément. Sur le papier, ça ressemble juste au vieux synopsis d'un roman de gare, le truc qu'on achète pour passer le temps un dimanche sous la pluie. C'est clair. Mais en fait, selon les sources qu'on examine aujourd'hui, ce petit scénario précis, ça pourrait bien être la clé neurochimique pour surmonter le fameux plateau intermédiaire, tu sais, quand on apprend une langue. Le mur du niveau B1, ouais. D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui s'intitule « The Mystery Method ». C'est un guide stratégique super spécifique pour les apprenants de français. Et c'est vraiment pas un manuel classique. Ah non, pas du tout. Au lieu des listes de vocabulaire bien ennuyeuses à mémoriser, ce texte propose genre une immersion totale à travers la résolution d'une vraie enquête policière. Et l'intérêt de cette approche, ça dépasse largement la simple petite astuce pédagogique ou le côté divertissant du truc. C'est plus profond que ça. Ah bah oui. D'un point de vue cognitif, la méthode, elle vise littéralement à pirater le système de récompense du cerveau. En gros, il s'agit d'opérer une bascule fondamentale. C'est-à-dire? On force le cerveau à quitter son mode apprentissage conscient, tu sais, celui qui pompe une énergie mentale incroyable juste pour décoder des règles de grammaire, pour le faire passer vers un mode investigation. Un mode survie presque. Voilà, un mode qui est beaucoup plus instinctif, fluide et centré sur la survie de la trame narrative. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est donc de disséquer cette bascule. On va comprendre la science derrière tout ça, examiner l'histoire du document pour voir comment elle cache son vocabulaire, et surtout découvrir les techniques pour que quiconque écoute puisse l'appliquer. Super programme. Mais avant de parler de l'histoire, pourquoi un mystère Pong? Pourquoi le cerveau préfère ça à une bonne vieille leçon de grammaire bien carrée? Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder au niveau neurologique. Le document source met en lumière un truc très spécifique. L'exposition à un récit qui n'est pas résolu, ça déclenche une libération de dopamine. La fameuse hormone du plaisir. Oui, mais attention, ici, il ne faut pas juste voir la dopamine comme l'hormone du bonheur ou du plaisir. Dans ce contexte, c'est surtout un marqueur de pertinence. Un marqueur de pertinence. Ok. En fait, ça agit littéralement comme un bouton « sauvegarder » pour notre mémoire, non? C'est le terme exact, ouais. Quand une information est associée à une émotion forte ou à une curiosité hyper intense, le cerveau, il se dit « Ah, ça c'est vital, je dois le garder ». Et l'émotion ici, c'est l'enquête. Exactement. C'est le besoin psychologique de fermer la boucle de l'histoire. Le cerveau, il déteste l'incertitude. Il veut savoir qui a volé ce fichu collier. C'est clair. Et donc, pour satisfaire ce besoin, il va prêter une attention démesurée à chaque mot. Et ça abaisse toutes ses défenses habituelles face à la difficulté de la langue. Pour rendre ça super concret, ça me fait penser à une analogie. Vas-y. Apprendre la grammaire avec des manuels, c'est un peu comme essayer de manger des légumes bouillis, sans sel, sans rien. C'est fade, c'est dur à avaler. Très dur, hein. Mais utiliser une histoire de détective, c'est comme cacher ces mêmes légumes dans un gâteau super délicieux. Le cerveau, il assimile les nutriments, donc la langue, le vocabulaire, sans même s'en rendre compte parce qu'il kiffe le gâteau. C'est une super image. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça s'appelle le masquage cognitif. L'effort intellectuel qui est requis pour, analyser la syntaxe française ou comprendre une conjugaison, il est complètement masqué par le suspense. L'attention est détournée. Voilà, la charge cognitive est redirigée vers l'intrigue. Le lecteur, il n'est pas là à se dire « Oh tiens, c'est un subjonctif présent ». Non, il se dit « Attends, si le suspect était dans la cuisine, il n'a pas pu ouvrir cette fenêtre ». C'est génial de tromper son propre cerveau comme ça. Et cette théorie, elle prend tout son sens quand on regarde l'étude de cas du guide. Ah oui, l'histoire en elle-même. L'affaire du collier disparu. La scène, elle est posée de manière hyper visuelle, genre très cinématographique. On s'y croirait. Imagine un peu. Samedi soir, il pleut des cordes à Lyon. Une immense maison bourgeoise. C'est l'anniversaire de Madame Dupont. Et elle porte son précieux collier de diamants. Et là, l'auteur utilise le huis clos classique. Il isole l'environnement direct. Pour limiter les variables. Exactement. C'est une stratégie brillante pour ménager la charge mentale d'un lecteur de niveau intermédiaire. Pas trop de lieux, pas trop de distractions. Et donc le drame arrive. Vers minuit, Madame Dupont monte dans sa chambre. Elle pose le fameux collier sur la table de nuit, elle verrouille bien la porte de l'intérieur et elle reste là un quart d'heure. Elle ressort, le collier est là, mais 1 heure plus tard, boum, le bijou a disparu. La police débarque, avec le fameux inspecteur Martin. Regard perçant, très calme. C'est là que la source fait un truc très intelligent pour introduire les suspects. L'auteur associe chaque personnage à un repère visuel et une couleur super basique. Ouais, j'ai remarqué ça. On a Monsieur Vert, le jardinier. Il porte une veste verte, logique, et il dit avoir vu une ombre.
Ensuite, on a Sophie, la cousine. En robe rouge? Voilà. Elle dit qu'elle faisait couler du café. Et enfin, le secrétaire personnel, Monsieur Blanc, avec son grand manteau noir qui triait des dossiers. Ça a l'air un peu enfantin comme ça, vert, blanc, rouge. Mais en fait, pour l'apprentissage, c'est redoutable. Le lecteur dépense 0 énergie pour retenir qui est qui. L'étiquette visuelle fait tout le boulot. Exact. Et l'inspecteur Martin, lui, il perd pas de temps. Il regarde près de la fenêtre et paf, il trouve un minuscule indice. Un petit bouton de manteau noir. Et la déduction s'enchaîne. Il voit qu'il manque un bouton au manteau de Monsieur Blanc. Le gars panique, donne une fausse excuse et la police fouille son bureau. Et il trouve le diamant solitaire. Et voilà. Le secrétaire est endetté, il a avoué avoir grimpé la façade. Quand Madame Dupont se reposait, arrachant le collier dans la précipitation, et bim, il a perdu son bouton. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la source utilise cette résolution pour faire une métaphore incroyable. Laquelle? Elle dit que l'apprentissage du français, c'est comme cette enquête. Un tout petit bouton en plastique, ça change toute l'issue du crime. Eh ben, un petit détail de grammaire ou un mot de vocabulaire, ça change tout le sens d'une phrase. Ah oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, le document ancre ce vocabulaire technique directement dans l'action. Les mots, ils flottent plus dans le vide sur une feuille de papier. Ils ont une incarnation. C'est ça. Le mot enquête, il est lié à l'action de l'inspecteur. Le mot suspect, c'est Monsieur Vert ou Sophie. L'indice, c'est concrètement ce petit bouton noir. Le verbe avouer, c'est la crise de panique du secrétaire. Et la précipitation, c'est ce qui l'a fait tomber. Voilà. Apprendre ces mots par leurs conséquences dramatiques, ça garantit une rétention bien meilleure qu'une traduction sur Google, quoi. Bon, connaître le coupable, c'est amusant, on a eu notre dose de dopamine, mais concrètement, comment le guide conseille d'utiliser ce texte pour vraiment progresser? Parce que lire une fois, ça suffit pas. Ah non, pas du tout. Le guide propose un vrai plan d'entraînement pour passer de l'écoute passive à une maîtrise active. Et le premier outil, c'est la technique des 3 écoutes. Ok, explique-nous ça. La première écoute, elle est juste globale. La règle, c'est de ne jamais mettre sur pause, même si tu bloques sur un mot. Pour tolérer l'ambiguïté. Exactement. Pour obliger le cerveau à deviner par le contexte. Ensuite, la deuxième écoute devient chirurgicale. On sort le carnet, on note les mots inconnus, on analyse. Et la troisième? La troisième, on oublie le sens, on n'écoute que pour la prononciation. L'intonation, le rythme, les liaisons que fait le narrateur. Super structuré. Et le document parle aussi d'une réécriture créative, non? Ouais, un exercice génial. S'imaginer une fin différente. Par exemple, forcer l'apprenant à raconter l'histoire si c'était le jardinier le coupable. C'est pas juste pour l'imagination, je suppose. Bah non. Sur le plan grammatical, ça t'oblige à jongler avec un des trucs les plus horribles en français. L'alternance passé-composé et imparfait. Oui, c'est le cauchemar de beaucoup d'apprenants. Ah mais carrément, c'est un obstacle majeur. C'est pas qu'une question de temps, c'est une question de mise en scène, le premier plan, l'arrière-plan. Exactement. Et écrire une enquête, ça t'oblige organiquement à comprendre ça. Tu dois dire « la pluie tombait à l'imparfait pour le décor » et « le voleur est entré au passé composé pour l'action ». C'est brillant, mais là où le guide devient extrême, c'est avec ce fameux défi des 7 jours. Ah, ça rigole plus là. Il faut écouter la même histoire audio, tous, les jours, pendant une semaine. Et le 7e jour, tu dois t'enregistrer en train de raconter l'histoire pour te comparer aux natifs. L'idée, c'est de saturer les réseaux neuronaux jusqu'à l'automatisation. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que là, j'ai une énorme objection. Je t'écoute. Si on revient à notre théorie du suspense et de la dopamine du début. La dopamine, elle vient de la nouveauté. Au bout de 2 jours, je sais que c'est Monsieur Blanc le coupable. C'est sûr. Au 7e jour, je vais mourir d'ennui. On risque pas de tuer l'attention qu'on essayait justement de créer. C'est une critique super légitime. On se dit que s'il n'y a plus de surprise, c'est mort. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, la mécanique est ultra subtile. La source affirme que sur 7 jours, l'attention du cerveau, elle s'éteint pas, elle se déplace. Elle se déplace vers quoi? Les 2 premières écoutes, toute ta puissance cérébrale est sur l'histoire. Tu veux comprendre qui a fait quoi. Tu es aveugle à la grammaire. Ok. Et au 3e jour, cette charge narrative, elle s'effondre. Tu connais l'intrigue. Du coup, ton cerveau a soudain de la bande passante libre. Et c'est là qu'il commence à voir l'architecture invisible de la langue. Genre les détails qu'on ratait avant. Ouais. Tu vas remarquer un pronom relatif ou un accord de participe passé que tu avais complètement ignoré. Ah, l'analogie avec l'inspecteur revient bien. Vas-y.
C'est comme Martin. La première fois qu'il entre dans la chambre de Madame Dupont, il regarde l'espace global. Et c'est seulement en retournant sur la scène de crime encore et encore qu'il finit par voir ce petit bouton noir sur le tapis. C'est exactement ça. Tu repasses sur la scène de crime linguistique jusqu'à ce que la syntaxe devienne évidente. Et le 7e jour, quand tu t'enregistres, ça devient de la mémoire musculaire. Les muscles de la bouche s'habituent. Ta mâchoire imite les sons, tu cherches plus à comprendre, tu incarnes le texte. Impressionnant. Mais bon, une fois ce défi fini, comment on garde ce rythme-là? Parce que l'histoire du collier, c'est un peu un laboratoire contrôlé. C'est le bac à sable, ouais. Le guide propose d'aller dans le monde réel après. Il déploie tout un arsenal de ressources culturelles pour les béens. Et l'enjeu, c'est de varier les contextes. Des accents différents, des vitesses de parole différentes. Le document met à fond en avant les podcasts. Il cite Inner French, qui ralentit le débit mais garde des sujets super intéressants, ou French Voices. Pour entendre comment les francophones hésitent et structurent leurs pensées, c'est top. Et il y a ce concept d'écoute périphérique qui m'a bluffé. Laisser tourner la radio, genre France Inter ou RFI, en fond pendant que tu cuisines. Sans chercher à comprendre le débat politique. Exactement. Le but, c'est l'amorçage phonétique. Ton cerveau absorbe passivement la mélodie du français. Les pauses, l'accentuation. Et le relais logique de ça, c'est la pop culture. Le guide a toute une section sur les séries télé. Le fameux sevrage des sous-titres. Ouais, le protocole est dur mais efficace. Tu regardes un épisode avec sous-titres français, puis le même sans aucun texte. Et la source recommande des séries avec du vrai français d'aujourd'hui, rapide, avec de l'argot. Il cite 10% pour le vocabulaire pro. Le bureau des légendes pour le vocabulaire espionnage et l'attention. Et bien sûr, pour boucler avec notre thème de mystère, il recommande Lupin. On reste dans le vol, les enquêtes, l'inspecteur Martin vitesse grand V. Parfait pour réutiliser le vocabulaire. Mais cela soulève une question importante. Laquelle? Tout ça, les podcasts, les séries, la grammaire façon scène de crime, ça reste un truc solitaire. Ça risque d'être stérile s'il n'y a pas d'interaction humaine au final. Rien ne remplace la vraie conversation. La friction du réel, ouais. En gros, le détective doit sortir de son bureau et aller parler aux vrais témoins. Le guide conseille des applications comme Tandem ou HelloTalk. Pour parler avec des natifs, sans filet de sécurité. Et c'est là qu'on va inévitablement faire des fautes, bafouiller, pas comprendre la réponse. C'est obligatoire. Mais c'est la beauté de leur philosophie. Ce document, il nous dit de changer notre vision de l'échec. Une erreur de grammaire, c'est plus une humiliation sur le tableau noir de l'école. Non, c'est juste une mauvaise piste. Exactement. C'est comme l'enquêteur qui soupçonne le jardinier, se rend compte que l'alibi tient pas, et donc il ajuste sa théorie. Il réévalue les indices. Et l'apprentissage devient une exploration super dynamique. Chaque mot compris, c'est une pièce du puzzle en plus jusqu'à voir l'image finale. C'est une super conclusion. Mais avant de se quitter, je crois que cette méthode soulève une idée finale assez dingue. Ah oui, j'ai une réflexion un peu provocatrice là-dessus. Dis-moi. L'argument central, c'est que les émotions fortes, genre la curiosité d'un vol, ça fixe la mémoire à long terme, la dopamine, tout ça. Ouais. Mais si on pousse cette logique scientifique à l'extrême, si un petit mystère libère assez de dopamine pour faire avaler de la grammaire, qu'est-ce que ça donnerait avec la terreur absolue? Attends, de l'horreur? Bah ouais, si on plongeait les apprenants dans des récits d'horreur pure, des trucs de survie psychologique intolérables en français. La peur primitive, ça force le cerveau à scanner son environnement pour survivre, non? Oh waouh, c'est terrifiant, mais hyper logique. Écouter des histoires d'épouvante traumatisantes, ça pourrait carrément être le super pouvoir ultime pour atteindre la bilinguisme en un temps record. La peur comme moteur d'apprentissage. Le niveau au-dessus de l'inspecteur Martin, c'est Stephen King en français. C'est une idée fascinante sur laquelle on va laisser ceux qui nous écoutent méditer. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Avec grand plaisir.